septembre a été un mois assez compliqué en termes de lecture. Hello, maître érudit de la citadelle, c'est Johanna. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un petit update lecture. On va faire le bilan sur mes lectures du mois de septembre et malheureusement, ça n'a pas été fifou. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo. C'est vraiment le meilleur moyen de soutenir la chaîne et de ne pas louper les prochaines parutions. Si vous n'avez pas quoi mettre en commentaire, mettez tout simplement une pile de livres, ça fera très bien l'affaire. On va commencer cette vidéo avec quelques petites statistiques. Vous le savez, j'ai mes petits tableurs. Si vous ne le savez pas, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur mon organisation livresque. Et ces petits tableurs me permettent de me rendre compte un petit peu de ce que donnent mes lectures mois par mois. Et le mois de septembre n'a pas été fameux. Déjà, j'ai eu 3 abandons au mois de septembre sur 12 livres lus. 3 sur 12, vous voyez, le taux est pas ouf, sachant que j'ai quand même eu des déceptions, j'ai quand même eu des bonnes lectures, mais elles restent assez minoritaires. En termes de genre littéraire, je suis assez contente puisque j'ai lu pour 54,5% de fantasy, 18,2% de romance, 18,2% de romantaisie et 9% de graphique. Voilà un petit peu le petit camembert qui représente mes petites lectures. Si les mois précédents, j'avais énormément lu en audio, la reprise du travail avec des horaires complètement dingues a fait que j'ai beaucoup moins lu en audio. J'ai lu à peu près à 36,4% de livres audio et 63,6% de livres papier. Donc ça s'explique par le fait que je lis principalement le soir quand je suis dans le lit et que la journée j'ai un petit peu moins le temps pour écouter mes livres audio, j'ai moins le temps d'aller faire du sport en extérieur et tout ça parce que je jongle entre mes différents emplois et je vous avoue que septembre a été assez compliqué en termes de rythme. Il est temps de vous parler de mes lectures, alors c'est parti, go pour les avis. En romance, j'ai lu un livre que m'avait offert mon chéri l'année dernière, Un léger malentendu de Rose Milla. Alors on va être dans une histoire où on va suivre May, une jeune femme qui bosse dans une entreprise, mais bon, en parallèle, elle fait ses études et elle n'est pas passionnée par son job. Elle quitte un petit peu le foyer familial, elle va emménager dans un immeuble et elle va avoir un coup de foudre pour ce voisin Tom. Tom, qui est un surfeur, mais un surfeur qui a un petit peu peur de la planche, tout simplement parce que il lui est arrivé un grave accident, il a un petit peu du mal à se remettre dedans. Son frère et son manager, il essaie de le pousser et ainsi de suite. Tom, il a également vécu une rupture qui est assez compliquée et qui s'est un petit peu envenimée suite à son accident, à son réaménagement en termes de vie. May, elle a le coup de foudre pour Tom, mais elle va être un petit peu embêtée, tout simplement parce que comme elle croise Tom toujours avec son frère, elle va croire que Tom est en couple avec son frère. Ce qui va donner des relations assez cocasses parce que notre héroïne et Tom vont tisser une amitié. Tom va envoyer des signaux à May pour lui faire comprendre qu'elle lui plaît, qu'il y a cette petite attirance. Mais May va se dire « je me fais des films, il est gay ». Je peux pas entamer quelque chose et donc on va avoir un petit côté friend zone qui va s'installer et tout ça. Enfin bref, c'était vraiment très très fun, sachant qu'on a quand même des thématiques qui sont assez fortes et qui touchent notamment au harcèlement scolaire, au quiproquo et tout ça. Donc voilà, malgré un petit côté léger, on a quand même une morale qui est très présente dans cette histoire. Si vous aimez le slow burn, si vous aimez le feel good, ce livre devrait totalement vous plaire et en plus il pourrait prolonger votre été ou être idéal pour l'été prochain selon votre mood. Moi personnellement je ne suis pas une lectrice de saison, je suis une lectrice de mood. Ça dépend de mon humeur, ça dépend de mon besoin du moment. Je sais qu'il y en a qui fonctionnent vraiment par saison et pour le coup ici on est vraiment dans du slow burn avec vraiment une relation de voisinage très très présente dans l'univers, dans le contexte. On va voir les personnages prendre le temps de se connaître et c'est quelque chose que j'apprécie énormément. La plume, elle est simple, elle est efficace, elle est douce. On a un récit avec un double point de vue, on a celui de Tom, celui de May, mais on a également des passages liés aux flashbacks qui vont permettre de comprendre les craintes
et le passé des personnages qui est quand même assez lourd. Et malgré ces points positifs, il faut dire que le début de ce livre a été assez chaotique de mon côté. Tout simplement parce que j'étais pas dans le mood romance au moment où j'ai commencé ce livre. Je l'avais commencé parce que je l'avais mis dans mon challenge, l'Assassin's Boot Challenge, qui est terminé à présent. D'ailleurs, merci à tous pour vos participations. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore envoyé vos messages, si vous êtes majeur de promo, n'hésitez pas, il est encore temps d'obtenir votre petit diplôme. Et une fois que j'ai été dans le bon mood, j'ai réussi à rentrer dans l'histoire et j'ai été absorbée par cette petite romance qui m'a fait passer un moment plus que sympathique. Je tiens à souligner également qu'on est dans une histoire où on sent que l'autrice elle a des connaissances en termes de surf. Quand elle nous en parle, on a l'impression de surfer aussi. Et il y a plusieurs thèmes qui sont vraiment en lien avec ce sport et c'est vraiment cool. Comme dans beaucoup de romances, on n'est pas dans une histoire avec énormément de surprises, on se doute de la finalité des choses, mais c'est quelque chose qui est quand même assez réconfortant, je trouve, quand on lit ce genre littéraire. Les personnages, ils sont touchants, même si parfois ils m'ont un petit peu agacée, mais ça c'est le cas dans beaucoup de romances, je trouve, parce qu'on a ce petit problème lié à la communication. Vous voyez là où je veux en venir, et c'est quelque chose de très récurrent dans beaucoup d'histoires. Et souvent, si on règle ce problème de communication, il n'y a pas forcément d'histoire. En tout cas, j'ai passé un très bon moment avec un léger malentendu. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, si vous l'avez aimé, ce que vous en avez pensé. Je suis très curieuse de le savoir. J'ai abandonné La tisseuse de mélodie de Sarah Abbasi, qui est un livre que j'avais vraiment très envie d'apprécier. Je ne vais pas pouvoir vous en donner un avis puisque, comme je vous l'ai dit, j'ai abandonné ce livre. Mais je veux vous dire pourquoi j'ai abandonné ce livre. Mais tout d'abord, de quoi parle La tisseuse de mélodie? On va être dans une histoire où les tisseurs de mélodies sont hyper intéressants parce que on a un petit aspect religieux et avec la magie, ils peuvent prédire des avenirs, faire des prophéties. Il y a vraiment tout un univers autour de cela. Et le personnage principal que l'on va suivre est une tisseuse qui va faire un mauvais présage à un monarque et qui va devoir fuir pour survivre. Voilà, en gros, c'est vraiment très grossier comme résumé. Mais pourquoi j'ai pas accroché à ce livre? Tout simplement puisque j'ai trouvé la plume lourde et descriptive. Alors attention, je suis quelqu'un qui aime en temps normal énormément les descriptions dans les récits de fantasy parce que ça développe l'univers. Sauf que là, j'ai trouvé que trop de choses étaient décrites pour rien, ce qui cassait la fluidité du récit. Le récit, il est riche pour du young adulte. Le récit, il a un univers qui est absolument passionnant et qui pourra plaire à énormément d'entre vous. Toutefois, ce que j'ai trouvé lourd, c'est que l'autrice, elle peut décrire par exemple la moindre respiration, le moindre frisson de peau, le moindre grain de beauté par exemple. Et c'est vrai que c'est pas forcément utile à mes yeux. Je parle toujours de mon propre avis. Quand j'aime ou pas un livre, cela me concerne moi. Vous pouvez très bien détester un livre que j'adore et aimer un livre que je n'ai absolument pas aimé. Et c'est totalement ok. Ici, on est vraiment dans la bienveillance autour des livres. Si vous n'aimez pas quelque chose, vous en avez le droit. Si vous aimez, vous en avez le droit. Du moment que c'est mentionné avec respect envers l'auteur et la maison d'édition, ce qui est hyper important. Donc voilà, je pense que c'est un livre, La tisseuse de mélodie, qui pourra plaire à énormément. C'est juste que c'était pas pour moi. Pour rester dans le thème du tissage, j'ai lu Le tisseur du roi de Lydia Brassington, publié aux éditions Corrigan, que j'ai reçu en service de presse. Et ça n'a pas été une lecture très fameuse. Tout d'abord, on est vraiment dans de la romantaisie. Mais quand je vous dis romantaisie, c'est plus romance que fantaisie. On est au sein du royaume de Vérat, la magie est interdite. Et on a des tisseurs qui vivent reclus de cette société dans des espèces de souterrains. Et malgré le danger que les tisseurs de magie courent, on va suivre Neyla qui a un but, arriver à exfiltrer les tisseurs de la ville pour les protéger. Pour cela, elle va participer à des bals, à des événements et ainsi de suite. Mais un jour, lors d'une soirée un petit peu trop arrosée, elle va se faire attraper par Tristan, qui est un soldat du royaume. En se faisant attraper, elle va devenir la prisonnière du royaume et elle devra épouser Tristan. C'est le deal, pour qu'elle puisse protéger les siens. Et donc, en épousant Tristan, elle va devoir infiltrer le royaume ennemi pour pouvoir tuer le monarque.
Et c'est là que rentre en jeu l'histoire. Alors si de base je trouve que le contexte il est hyper intéressant avec ces tisseurs qui doivent se cacher, la magie qui est recluse, le pourquoi du comment, l'univers. Cette romantaisie c'est environ 30% de fantaisie et tout le reste de romance, et personnellement j'ai besoin d'un peu plus de fantaisie dans un récit pour arriver à m'immerger et à plonger au cœur du récit, à comprendre vraiment tous les enjeux sociopolitiques. Et en dehors de ça, j'ai besoin d'une romance qui sait me convaincre, qui sait me captiver. Et là, j'ai trouvé que la relation entre les personnages, c'était un petit peu du coup de foudre. C'était un petit peu je te déteste, et puis 3 pages plus loin, oh, je t'aime, tu es le grand amour de ma vie. Voilà, c'est comme ça que j'ai ressenti l'histoire. Peut-être que vous l'avez ressenti tout autrement si vous avez aimé ce livre, mais moi je l'ai vraiment ressenti comme oh, je t'aime pas. Oh, tu es l'homme de ma vie. Voilà, c'est vraiment ça en fait que j'ai vécu dans cette lecture. Et bien entendu, ça m'a un petit peu fait grincer des dents. Je n'ai pas ressenti d'alchimie. On est sur une plume qui est assez simple et qui se lit vraiment toute seule, puisque j'ai pas forcément accroché avec le récit. Pourtant, j'ai tourné les pages à assez grande vitesse. On est sur quelque chose d'assez fluide et peut-être bien pour des personnes qui vont se lancer dans la romantaisie, la fantaisie, qui n'ont pas l'habitude de lire ce genre, puisque justement c'est très facile à lire pour le coup. Il n'y a pas beaucoup de détails, on a énormément de dialogues, peu de descriptions. Et si vous aimez par contre les sagas où on a un récit qui prend le temps de poser des bases, qui prend le temps de développer un univers, là vous risquez d'être déçus. Par contre si vous aimez les récits qui vont à toute vitesse, où les pages se tournent toutes seules, ça pourrait clairement matcher pour vous. En termes d'originalité, c'est quelque chose de déjà vu quand on lit énormément de ce style littéraire. J'ai pu prédire vraiment les réactions des personnages, ce qui allait se passer. Et honnêtement, après, j'ai pas forcément ressenti d'attrait envers ce récit. De ce fait, j'ai pas été captivée, j'ai pas eu l'envie de savoir ce qui allait se passer. En vrai, ce qui arrivait au personnage, ça me passait totalement par-dessus la tête. L'héroïne, je l'ai trouvée assez agaçante. On sait déjà qu'elle prend des décisions foireuses. On voit qu'elle est immature. Et de ce fait, c'est un petit peu dommage. Tristan, au départ, je l'aimais bien, faut se l'avouer. Je l'aimais beaucoup dans ses valeurs, dans sa façon d'être, dans le respect qu'il a envers la femme, malgré une situation qui lui est imposée. Mais au fil de l'histoire, il a perdu un petit peu tout son sex appeal. Enfin voilà, bref, ça n'a pas été une lecture très convaincante. Une lecture qui est quand même assez top, parce qu'après quelques déceptions, il faut quand même que je vous présente du top. Je vais vous parler de l'intégrale 2 des Aventuriers de la Mer, qui correspond aux tomes 4, 5 et 6. Je vais vous faire mes avis à peu près par tome, parce que je les ai lus par tome. L'histoire est découpée en 3 parties, et je vais vous donner un petit peu mon ressenti sur les 3 parties. Je ne vous refais pas un résumé complet des Aventuriers de la Mer, je vous en ai déjà parlé en update lecture. On suit vraiment une famille, ses aventures. On continue dans l'univers de l'assassin royal, mais du côté des Aventuriers de la Mer avec Robin Hobb. Je pense que je vous bassine assez avec ces sagas et avec cet auteur dernièrement. Et je ne suis pas la seule à vous en bassiner, tout simplement parce que la bibliothèque d'Emilia adore cette saga. Et je dois dire qu'elle en fait particulièrement bien la propagande. Quand j'ai commencé le tome 4 des Aventuriers de la Mer, j'ai ressenti de nouveau une espèce de sentiment d'introduction à l'univers, et cela est totalement normal. Parce que si vous les lisez par tome, donc 4, 5, 6, il faut savoir que ça correspond tout simplement à la première partie du tome initial en VO. C'est pour ça que je vous parle vraiment par partie pour correspondre au tome du découpage français, mais je vous montre qu'un seul livre parce que ces 3 tomes composent un tome en réalité. Et donc, c'est normal qu'on soit de nouveau sur une introduction, et j'ai trouvé que c'était hyper important parce qu'il regroupe énormément d'éléments clés pour la suite de l'aventure. Oui, parce qu'on est sur une belle aventure avec les Aventuriers de la Mer. On est dans un univers qui est assez dur, un univers où les personnages souffrent. On n'est pas dans de la dark fantasy pour autant, mais ce qui est appréciable avec Robin Hobb, c'est que malgré la dureté de l'univers, je trouve qu'elle a une plume
qui est douce, qui est sans aucune vulgarité et avec une absence totale de scènes crues. Et je dois dire qu'après avoir lu certaines romantésies, c'est très très appréciable. Cet opus, en termes de suspense, la première partie bien entendu, on voit les choses venir à 1000 lieues sous les mers. Pour autant, ça ne m'a absolument pas dérangée parce qu'on va avoir une histoire qui se développe sur des éléments qui sont assez essentiels et des événements qui vont se profiler, et on a également plusieurs interactions entre personnages qui vont permettre d'accentuer des points importants du récit. Hormis dans les personnages, Malta, un personnage qui me fait sortir un petit peu de mes gonds, je les adore. J'adore suivre les autres, j'adore les groupements de personnages qui commencent à évoluer en termes d'interaction, en termes de péripéties, en termes de croisements. On comprend beaucoup mieux dans ce tome 4 les enjeux politiques de l'histoire, et je dois dire que c'est hyper intéressant, et je suis particulièrement à ce stade de l'histoire, bien entendu, intriguée par les personnages du désert des pluies. Et c'est là qu'on va rentrer dans la partie 2 de cette intégrale qui correspond au tome 5. Et je dois dire que le milieu de l'intégrale a vraiment été passionnante. Elle m'a transportée en termes d'intrigue politique et de géographie à travers le world building. C'était juste dingue. On commence à voir vraiment tout ce qui va s'enchevêtrer avec l'univers de l'assassin royal, avec les différents jeux de pouvoir entre les différentes familles que l'on rencontre dans cet univers, l'influence des marchands sur le fonctionnement de la ville de Terrilville. Certaines zones d'ombre demeurent malgré tout auprès du désert des pluies, mais on sent qu'on va enfin peut-être découvrir des choses. Et c'est incroyablement passionnant. On a des choses très dures, on a des atrocités qui se passent, mais décrites avec tellement de douceur que c'en est presque flippant. C'est vraiment délicat, c'est agréable à lire. On a un système de magie qui est hyper original, je trouve, pour le moment, avec des intrigues familiales et des relations avec les Vives-Nefs qui vont être au cœur du récit, et toute l'implication de ces bateaux magiques, de leur construction, va prendre un tout autre sens, et on va découvrir des choses qui sont juste incroyable. Robin Hobb, elle sait mettre en avant des personnages féminins qui sont forts, qui sont combattants, qui ont du caractère, dans un monde d'hommes qui est assez impitoyable, et je dois dire que j'ai pris plaisir à voir ça. La dernière partie de cette intégrale, elle va marquer un tournant dans la saga, mais j'étais pas prête. On va avoir un développement sur l'aspect sociopolitique. J'étais vraiment pas prête à voir ça. On va avoir un développement sur des personnages qui m'intriguaient énormément. Pareil, j'étais pas prête. J'ai été en mode what? Mais what? Mais non? Mais non? Voilà, j'ai eu des réactions pendant ma lecture qui étaient assez drôles. J'ai trouvé ça vraiment passionnant. En plus, on a vraiment des clins d'œil avec la fin de la première ère de l'Assassin Royal, et c'est là où on voit l'importance de lire Les Aventuriers de la Mer avant de passer à la seconde ère de l'Assassin Royal, et j'ai trouvé ça hyper appréciable. On a le petit côté piraterie qui continue son petit bonhomme de chemin, et je suis vraiment curieuse de voir la suite des divers événements. Plus on avance dans la saga, plus le sentiment d'addictivité devient intense. Les pages, elles se tournent toutes seules. On a vraiment ce petit côté de frénésie de lecture qui nous prend aux tripes. Et les scènes ont beau être de plus en plus difficiles, c'est dur de le lâcher. Et en plus, Robin Hobb nous raconte ça avec tellement de douceur que ça passe crème, surtout quand vous avez l'habitude de lire de la dark fantasy. Ce tome, il a vraiment su me scotcher, du moins à la fin de cette intégrale 2. Et même si j'ai écouté une grosse partie de cette saga lors de balades à vélo, je dois dire que y a certains événements qui m'ont tellement troublée que j'en ai failli tomber par terre. Oui, j'ai failli me casser la figure. Voilà, vous avez l'image? Enfin bref, c'était incroyable, et j'ai très très hâte de prendre le temps de découvrir la suite. Je pensais le faire au mois d'octobre. Pour l'instant, j'ai pas encore attaqué l'intégrale 3, mais je pense que quand je serai dans le bon mood, ça ne sera tardé.
On va rester auprès de sagas incroyables avec Le Porteur de Mort de Angel Arkin. J'ai terminé la saga avec le tome 6. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je suis en train de lire le tome 1 de Ruines avec ma super équipe lors des lectures communes sur le Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez faire des LC de folie. Franchement, on s'éclate. Le lien est en barre de description. Alors, dans cette histoire avec laquelle je vous bassine depuis 6 mois maintenant, on a enfin le fameux. Et je dois dire que j'ai souffert. J'ai vraiment souffert. Je vais pas vous refaire un résumé complet, si ce n'est qu'on suit les aventures de Seiss, qui est un personnage clé qui a intégré une confrérie dans le royaume de Mantaor dans le tome 1. Et on va dire que le fait qu'il a intégré cette confrérie va un petit peu tout chambouler dans l'univers, dans sa famille, dans le monde, dans les croyances. Voilà, je peux pas vous en dire plus sans vous spoiler, c'en est très très compliqué. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce livre va tout remettre en question, ce que vous croyez ou ce que vous ne croyez pas. Donc comme je vous ai dit, ça fait vraiment 6 mois que je suis plongée au cœur de cet univers. Et au vu de la richesse de l'univers, j'avais vraiment très très peur de clôturer cette saga. On a un world building qui est immensément riche, mais tellement riche qu'un nombre incalculable de questions et d'intrigues se superposent non-stop. Et quand vous croyez avoir réponse à des questions, d'autres questions arrivent et ainsi de suite. Et si beaucoup de questions ont trouvé des réponses, certaines n'en ont pas eu dans ce tome 6. Et si je dois dire que quand j'ai terminé ce tome, j'ai été très frustrée de ne pas avoir certaines réponses, j'ai envoyé un message à Angel Arkin et Angel Arkin a eu la gentillesse de répondre à certaines d'entre elles. Et surtout, elle m'a dit que c'était normal qu'on n'ait pas toutes les réponses parce qu'elle se laisse des portes ouvertes pour pouvoir retourner au sein de cet univers et nous apporter d'autres détails. Sachant que je vous ai dit que je lisais Ruines, qui est une histoire qui se passe dans le même univers. On n'est pas sur un spin-off, mais ça se passe dans le même monde. Ce tome 6, il m'a fait ressentir tellement d'émotions. Elles peuvent être positives, elles peuvent être négatives, mais j'ai ressenti des choses. J'ai écouté ce tome en livre audio, je l'écoutais particulièrement le matin quand je sortais Hiro en balade. Et il y a un moment, certaines scènes m'ont fait pleurer en pleine rue. J'étais en mode en larmes dans la rue, en train de sortir mon chien. J'étais pas prête, j'étais assommée par les différents événements et le vécu des personnages. Et quand une plume vous fait vibrer ainsi, et ben, ça veut dire que la lecture est juste incroyable, que la saga, elle est tout bonnement incroyable. Le récit, il est très sombre, il ne conviendra pas à tout le monde. On est dans de la dark fantasy avec des mœurs qui ne sont pas forcément acceptables. Mais pourtant, j'ai été transportée. J'ai espéré des trucs pas très nets dans cette histoire, je dois vous l'avouer. J'ai pas lu une histoire similaire. Je crois que je n'ai jamais rien lu de similaire, même si Angel Arkin a mis quelques inspirations qui sont liées à des sagas qu'elle aime particulièrement. Le livre s'en éloigne de tome en tome et l'histoire a une identité qui lui est vraiment propre. Et c'est hyper plaisant. On a des personnages qui sont atypiques, des personnages qui sont nuancés. Et je crois qu'on ne pourrait pas avoir plus nuancé en termes de protagonistes. L'univers, il est dark. Les personnages le sont tout autant. Et même si j'étais loin de cautionner leurs agissements, je me suis attachée à eux et j'ai aimé les suivre. Et c'est une saga que je relirai avec énormément de plaisir. Sachant qu'il y a tellement de détails que je suis sûre d'être passée à côté de plein de choses et qu'une relecture va être indispensable. J'ai abandonné la lecture commune de notre book club avec Aurélie de la chaîne Livromancienne, notre book club en présentiel. Il s'agit de Le cœur des dragons de Jen Lyons. Pourquoi j'ai abandonné ce livre ? Tout simplement parce que je ne comprenais rien à ce que je lisais. Oui, vous avez bien entendu, je ne comprenais rien à ce que je lisais. Je l'ai lu en lecture commune avec une personne de la communauté et de notre book club. Coucou à toi, Tiff. Et je dois dire que on était deux à rien comprendre ce qu'on lisait, clairement. On est dans un univers riche et beaucoup trop riche. Je ne pourrais pas vous en faire un résumé. Je n'ai rien bité. Tout simplement parce que, en fait, je ne sais pas du tout où l'auteur veut nous emmener. Donc, je vous pose le résumé de l'histoire sur ma tronche. Et si vous voulez le lire, vous faites pause et je vous laisse le faire. Pourquoi j'ai abandonné ce livre qui, de premier abord,
avait tout pour m'intriguer, avait tout pour me plaire. Surtout qu'on a une double narration, un double point de vue, de manière assez omnisciente malgré tout, où on suit un personnage, mais l'histoire de ce personnage est relatée par deux points de vue différents. Je crois qu'on a une démone et je sais plus trop quoi. Voilà, bref. Et c'est hyper descriptif. On nous raconte un petit peu tout pour ce personnage. Et on a également des notes de bas de page, comme on peut avoir dans Nevernight de J. Christophe, qui vous redécrivent des choses qui sont déjà descriptives. Et je dois dire que c'était très lourd. C'était très lent. Et en fait, que le personnage renifle, que le personnage aille jeter son pain quand ça apporte rien à l'histoire, voilà, c'est le sentiment que j'ai eu. Toutefois, si vous avez aimé ce livre, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner votre avis parce que je veux savoir pourquoi je suis passée à côté de ce livre qui, a priori, avait vraiment tout pour me plaire. Vous savez, ce moment où vous terminez une saga, mais où vous êtes très nostalgique, ça m'est arrivé un petit peu avec Crush of Lifetime, ce petit webtoon, le tome 6 de Jeong Galing et Kim Yeon-woo. Et je dois dire que ce petit webtoon a été quelque chose de très cocooning, de très réconfortant, de très mignon, qui a su me transporter et me procurer des émois de bien-être, de nostalgie, qui m'ont rappelé un petit peu ce qu'on peut ressentir lorsqu'on découvre son premier amour, lorsqu'on se pose des questions au lycée sur notre avenir, sur sa famille, sur comment dire je t'aime, sur est-ce qu'on va passer toute notre vie avec la personne avec qui on est actuellement alors que l'on n'a que 16 ans par exemple. Et cette histoire, c'est un petit peu ça. On évolue avec les personnages qui doivent penser à leur avenir, qui doivent savoir ce qu'ils veulent faire de leur vie, à quel endroit ils doivent aller faire leurs études et qu'est-ce que ça implique pour la relation amoureuse qui est toute jeune et qui est si mignonne. Est-ce qu'on doit rentrer dans la vie professionnelle? Est-ce que le couple il pourra perdurer? C'est touchant, c'est proche de la réalité. Et si vous avez des adolescents, si vous êtes en âge de découvrir cette histoire, peut-être que ça pourra vous aider à y voir plus clair sur certains sujets. J'ai trouvé ce petit webtoon, la saga tout entière, hyper mignonne, hyper addictive. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à observer les graphismes qui, je trouve, sont très expressifs en termes de visage. Je vais essayer de vous trouver une image pas trop spoilante, mais qui fait ressentir vraiment toute la mignonitude de ce petit webtoon. Par exemple, une image un petit peu comme ceci, là, on voit vraiment les expressions. Mais je vous en montre pas plus parce que j'ai trop peur de vous spoiler, même si on se doute de la finalité et qu'il n'y a pas vraiment de suspense, tout est prévisible, mais c'est ça qui est chouette dans ce type d'histoire. Les personnages, ils sont assez bien développés, même si j'aurais adoré avoir un petit épilogue qui nous montre leur évolution quelques années plus tard, une fois qu'ils ont fini leurs études. Enfin bref, c'était vraiment cute, c'était réconfortant, c'était mon petit moment cocooning du mois de septembre. En parlant de romance avec des personnages assez jeunes, j'ai lu La théorie des contrastes, Violette et Blake, le tome 1 de Lou Everly, la réédition poche que j'ai reçue en service de presse de la part des éditions Addictive. Alors ici, on va suivre deux personnages, et notamment Violette qui a eu un vécu, et notamment une rupture très compliquée en Californie suite à des violences de couple. Oui, même jeune, cela peut arriver, et elle essaie d'échapper à cela. C'est pas spécifié dans le résumé les violences de couple, mais je préfère vous le dire parce que ça reste un trigger warning. Et si vous avez vécu ça, il faut savoir que dans ce livre, vous allez retrouver cet aspect-là. Et donc Violette, elle a décroché grâce à sa mère qui est une amie à Londres un job de fille au père et elle va aller devoir garder une petite fille ou un petit garçon, je sais plus. Et quand elle va rentrer dans cette famille en tant que jeune fille au père, elle ne s'attendait pas à se confronter à Blake, le fils du père de la famille. Celui-ci n'était pas censé être présent, mais celui-ci, on va dire qu'il a pour habitude de faire tout ce qu'il ne faut pas et d'être aux endroits où on ne l'attend pas. Il est assez en relation conflictuelle avec son paternel. Voilà. Et entre Blake et Violette, le relationnel au début va être assez compliqué, même si ce sont deux personnages qui sont contraires et en même temps similaires.
Si au premier abord, j'ai cru lire une histoire qui a été vue et revue, c'est pas tout à fait le cas. On est émergé au sein d'une famille qui est assez dysfonctionnelle et les apparences au sein de cette famille sont assez trompeuses. On va suivre ces deux personnages, Violette et Blake, on a leurs deux points de vue, ils sont détruits par la vie et comme je vous ai dit, ils sont des démons éloignés et proches à la fois. Et on va suivre particulièrement le récit de Violette, l'enfer qu'elle vit. Et c'est dur. Clairement, c'est dur. La plume, je l'ai trouvée assez addictive, même si j'ai trouvé à certains moments l'histoire redondante, surtout au milieu. Le milieu de l'histoire était assez long, j'ai eu un petit peu du mal. Et après, la fin m'a de nouveau emballée. La construction du récit, la réaction des protagonistes et tout ça, c'est quelque chose de très classique pour une romance. C'est du vu, du re-revu. Et pourtant, à la fin, le récit a su me scotcher. Est-ce que c'est positif qu'il m'ait scotché? Je ne sais pas. Dans le sens où j'ai envie de savoir la suite. Mais en même temps, j'ai peur que ce soit de la surenchère. Je sais pas si vous voyez là où je veux en venir. Concernant les personnages, ne vous fiez pas aux apparences. Cette citation est vraiment faite pour eux, je ne vous en dirai pas plus. C'est une lecture qui est un petit peu mi-figue mi-raisin. C'est une bonne lecture et en même temps, il y a des choses qui m'ont chiffonné. Et pourtant, l'envie de lire la suite, l'envie de découvrir le reste des aventures de Violette et Blake, elle est présente. J'ai terminé avec une déception et je crois que vous allez me houler. Ouais, enfin, puis-je parler de déception alors que j'ai abandonné ce livre au bout de 200 pages? Je n'en suis pas certaine. J'ai abandonné Le Serpent et le Descendant de la Nuit de Carissa Broadbent, publié chez Bookmark. Ce magnifique relié collector. Je n'ai pas forcément grand chose à vous dire, si ce n'est que je l'ai abandonné parce que j'arrivais pas à rentrer dans l'histoire. J'ai lu un peu plus de 200 pages. Mais clairement, voilà, je ne sais pas quoi vous dire, si ce n'est que je ne suis pas arrivée à rentrer dans l'histoire, que je me foutais des personnages, j'avais pas envie de rentrer dans l'univers, je sais pas, ça matchait pas. Lui et moi, ça matchait pas. Et pourtant, j'avais très envie d'apprécier ce livre, étant donné que je sais que vous êtes beaucoup à l'adorer et avoir eu un coup de cœur pour cette saga. Mais elle n'est pas pour moi, ou je ne suis pas dans le bon mood, je ne sais pas. Je pense qu'en ce moment, je suis un peu trop en relation conflictuelle avec la romantaisie et ça doit se sentir. Donc, je pourrais pas vous dire pourquoi j'ai pas aimé, pourquoi j'ai abandonné. Non, je n'ai rien à vous dire. Sur ce, il est temps de clôturer ce point lecture. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie et que mes petits ressentis pourront vous éclairer dans vos prochaines lectures. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres que vous avez lus, ce que vous en avez pensé, s'il y en a qui vous tentent, s'il y en a que vous ne voulez plus lire à cause de mes avis. N'hésitez pas, hein. Je suis toujours ouverte à la discussion livresque et j'adore ça. C'est un petit peu pour ça que je partage sur YouTube avec vous et sur tous mes autres réseaux sociaux. N'hésitez pas à me suivre d'ailleurs sur Instagram, sur Twitch, sur TikTok et tout ça. Le partage, c'est vraiment ce que j'aime avec vous. Vous êtes une communauté au top. On approche petit à petit des 4000 abonnés, donc merci beaucoup de votre soutien au quotidien. Vous êtes nombreux à avoir découvert la chaîne dernièrement. Bienvenue, nouveaux petits érudits. Et n'hésitez pas, si vous voulez avoir du contenu exclusif, à vous abonner et à devenir un membre de la Citadelle en devenant un petit maître. Vous avez une vidéo exclusive par mois et le reste, c'est du contenu bonus en avance et la priorité de réponse aux commentaires. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!